Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce webinaire consacré au reconfinement et à ses conséquences de votre garage. Merci d'être là tout d'abord. Alors avant de commencer, une petite précision technique. Si jamais au cours du webinaire ou maintenant vous ne voyez pas la caméra de certains d'entre nous, c'est normal, hein, c'est qu'il n'y a pas assez de débit, mais l'essentiel c'est que vous ayez bien le son pour chacun d'entre nous et puis que vous ayez la présentation où il y a toutes les informations utiles. Alors, je vais commencer par me présenter. Benoît, je travaille chez Vroomly depuis 3 ans au marketing. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Vroomly, Vroomly, c'est une solution qui accompagne les garages pour développer leur activité avec deux services. Pour commencer, Vroomly Booking, qui est désormais le leader de la réservation de garage en ligne. Et puis, depuis peu, Vroomly Parts, donc, qui est le premier comparateur de pièces conçu pour les garagistes. Donc, c'est une plateforme sur laquelle vous pouvez commander toutes vos pièces au meilleur prix et avec le meilleur niveau de service. Alors, chez Vroomly, on travaille avec beaucoup d'entre vous qu'on a au téléphone chaque jour et on s'est rendu compte que la situation est très différente d'un garage à un autre. Selon votre localisation, selon votre clientèle, selon votre statut juridique, vous n'êtes pas du tout impacté de la même manière en fait par le reconfinement et par la crise sanitaire. Et c'est pour ça qu'on réunit aujourd'hui 4 experts en fait qui vont vraiment pouvoir répondre à toutes les questions que vous vous posez sur le reconfinement et ses conséquences. Alors, je vais vous les présenter très rapidement, hein. Pour commencer, nous aurons donc Céline Chevalet et Anne de Beaumont qui travaillent au CNPA et qui vont intervenir sur les mesures de soutien mises en place par le gouvernement, sur lesquelles vous avez sûrement beaucoup de questions. Il y aura également Xavier Passy qui va intervenir sur les perspectives économiques pour l'année prochaine notamment. Et puis enfin Alexis Frère-Jean, le CEO de Vroomly, qui va intervenir sur la réduction de coûts et qui sera accompagné par Bertrand Cormier, le directeur général de Midas sur ce sujet. Alors, avant de commencer, je vais un peu vous expliquer comment ça va se dérouler. Donc, comme d'habitude, on a listé en fait des questions fréquentes pour les 3 sujets que vous voyez à l'écran et on va les poser à nos intervenants. Alors, pour information, là, le sujet sur les aides, c'est extrêmement dense. Donc, on a choisi en fait de traiter le cas le plus général et celui qu'on connaît le mieux chez Vroomly, qui est celui des MRA. Mais surtout, si vous rentrez pas dans ce cas de figure ou si jamais vous avez des questions à nous poser qu'on ne traite pas, n'hésitez pas en fait à nous les poser à droite de l'écran dans une section qui s'appelle questions. Voilà, vous pouvez poser autant de questions que vous le souhaitez. Voilà, eh bien écoutez, je vous propose de commencer. Et donc pour cela, on va avoir l'occasion de discuter donc avec, excusez-moi, Xavier Passy. Alors Xavier, si tu peux te reconnecter et revenir sur scène. Donc Xavier Passy qui est directeur général au JPA France et donc avec qui on va pouvoir discuter des perspectives économiques et des conséquences du reconfinement. Alors bonjour Xavier, merci d'être Bonjour, là. bonjour à tous. Alors, pour commencer, est-ce que tu pourrais nous présenter juste en 2 mots ce qu'est le JPA, pour les garages qui ne connaissent pas? Oui, alors JPA est une société qui est spécialisée sur l'univers de la rechange indépendante. On travaille sur les marchés de la prévente et on aide les acteurs à mieux appréhender les marchés, les évolutions de marché, les consommations de produits sur les marchés poids lourds, 2 roues, véhicules légers. Voilà. La Donc, société existe depuis 30 ans et on est présent dans plus de 30 pays dans le monde. donc vous faites en fait, par exemple, des analyses qui sont très utiles dans ces moments un peu de crise pour comprendre justement l'impact, comment Voilà. ça va reprendre. On aide à faire des bilans d'existants et aussi surtout à se projeter, à anticiper, à mieux anticiper les évolutions à venir et du coup les mesures ou les moyens qui sont à mettre en face pour s'adapter à ces évolutions. D'accord. Alors justement, sur le sujet du reconfinement, maintenant on a 3 semaines de recul sur le reconfinement. Donc ma première question, c'est qu'est-ce qui a changé en fait par rapport au premier confinement? Et est-ce que vous avez pu au JPA mesurer l'impact de ce reconfinement sur les garages et leur activité? Ouais. Alors le premier confinement est sans comparaison avec enfin, le second confinement est sans comparaison avec le premier pour différentes raisons. Pour d'une part les impacts en termes de trafic, hein. On voit aujourd'hui que le trafic continue. Il a baissé, mais pas du tout dans les mêmes ampleurs que ce qu'on a pu vivre au mois de mars et avril. L'impact est nettement moindre, notamment même, c'est même un peu moindre encore sur le marché du poids lourd.
où il y a une petite baisse de trafic, mais encore plus légère que ce qu'on observe sur les véhicules de tourisme. Donc le premier point, c'est la baisse du trafic qui est moindre. Vous avez pu la chiffrer, cette baisse du trafic, ou pas? Oui, on l'évalue autour de. Alors là aussi, ça dépend en fonction des zones. Les grandes agglomérations type Paris ou les grandes villes vont être plus touchées. On est sur du 40, moins 50% sur ces zones-là. Mais si vous allez sur des zones rurales, on est plutôt que sur du moins 20%. Donc le territoire est très hétérogène. Mais on pourrait se situer sur une moyenne à moins 30% à peu près de trafic, quand sur la même période, enfin après 2 semaines ou 3 semaines de déclenchement du confinement, en mars-avril, on était à moins 70, moins 80. Donc c'est sans comparaison. Il y a un impact, mais c'est sans comparaison avec ce qu'on a pu vivre, et heureusement. D'accord. Et les gars, aussi une différence par rapport au pré-confinement, c'est en termes d'ouverture des garages? Oui, tout à fait. Alors, la durée, on peut espérer que ce soit moins long que la première fois. On devrait avoir des annonces positives dès demain soir et donc une réouverture, enfin une En reprise allègement, ouais. progressive. Voilà. Et puis, effectivement, le dernier point, c'est le fait que autant tout s'est arrêté à mi-mars et on avait que chez les MRA notamment moins d'un garage sur deux qui était ouvert et qui globalement avait peu de trafic, notamment au début. Et puis tout s'est arrêté. C'est-à-dire que les MRA étaient fermés, les garages, les ateliers d'une façon générale étaient fermés, mais même ceux qui étaient ouverts, ils avaient du mal à travailler parce qu'ils n'étaient pas approvisionnés en pièces. Alors que là aujourd'hui, tout le monde est resté, tout le monde est ouvert, ou quasiment tous sont ouverts, et la chaîne logistique continue de fonctionner. Donc, D'accord. les impacts sont très. Enfin, le schéma est beaucoup plus classique, plus normal. D'accord. Pour- Et alors justement, là on est à 2 mois de la fin de l'année. Si on regarde un peu sur l'ensemble de l'année, ça aurait été quoi le bilan en fait de ces 2 confinements successifs sur l'activité? Ouais, alors le bilan est lourd. Hein, encore une fois, selon les activités, selon les types d'implantation, les professionnels vont vivre différemment, mais on estime qu'on devrait avoir un atterrissage sur le marché de la prévente en facturation atelier à peu près à moins 15 en fin d'année. Encore une fois, le marché de la carrosserie va plus s'ouvrir que le marché de la maintenance ou de la mécanique, mais on devrait arriver sur du moins 15 en fin d'année. D'accord, ok. Donc ça c'est l'impact global. Et les garages, est-ce qu'ils ont su s'adapter en fait au cours de cette année, notamment pour peut-être limiter la baisse que vous aviez prévue au départ, que vous avez calculée au tout début du premier confinement? Oui, alors effectivement, c'est une période très traumatisante, hein, très difficile pour tous les Français, mais on peut relever quand même le fait que les acteurs de la prévente et les garagistes ont réagi avec beaucoup d'agilité et de réactivité. Moi, je leur dis un grand bravo de ce point de vue-là, c'est-à-dire qu'ils ont pu très rapidement mettre en place des mesures pour assurer la protection de leurs clients au niveau de la réception des véhicules, au niveau de la remise des véhicules. Il a fallu mettre en place tout un ensemble de mesures sanitaires. Alors, ils ont été accompagnés par les fédérations, par tout un ensemble d'acteurs. Enfin, quand vous êtes sur le terrain, vous vous retrouvez seul et il faut quand même mettre en place les choses. Alors, bravo. Et puis le deuxième point, c'est que le marché s'est arrêté totalement. Et puis après, il y a eu une reprise très forte sur les mois de juin, juillet, un peu également pendant l'été, puis septembre, et avec des volumes d'activité relativement élevés en atelier. Et il a fallu y faire face en adaptant les horaires, en adaptant les périodes de congés, en adaptant le flux. Et là aussi, les acteurs ont montré d'une forte réactivité, d'une forte capacité d'adaptation pour faire face par certaines semaines à 3 ou 4 entrées ou 5 entrées en plus par semaine sur un volume de Ce qui 25 est, entrées en atelier. Donc, ouais, ça ce qui est traduit une considérable forte pour un atelier. Ouais. agilité, ouais, tout à fait. Ok. Et alors justement, maintenant, si on parle un peu de la suite, donc là, on l'a compris, demain, il y a des annonces du gouvernement, mais on a compris que le son de cloche, c'est que la reprise allait se faire tout doucement, très tranquillement, qu'on n'allait pas avoir un grand déconfinement comme la dernière fois. Alors nous, je sais qu'on vous avait reçu la dernière fois et lors d'un webinar sur le déconfinement, et à ce moment-là, vous étiez assez optimiste parce que tous les signaux étaient positifs. Il y avait le retour au travail, il y avait les vacances d'été qui approchaient, il y avait des reports d'entretien. Comment est-ce que vous envisagez la sortie du deuxième confinement? Est-ce qu'on va avoir une reprise rapide dont vous parliez il y a quelques minutes ou est-ce qu'on va être sur quelque chose de plus lent?
On peut penser que ça va être moins dynamique que ça l'a été sur la premier confinement, la sortie du premier confinement, parce que l'arrêt n'aura pas été aussi brutal. Lors du premier confinement, si vous aviez prévu un entretien pour faire une vidange, un changement de pneu, pour votre contrôle technique, ça s'est arrêté brutalement. Il a fallu reprogrammer l'intervention. Donc toutes ces interventions-là, elles ont été reportées dès lors que les garages, les ateliers ont ouvert, courant en mai et juin et sur les semaines à venir. Ici, les ateliers n'ont pas fermé, ou globalement, ils n'ont pas fermé. Donc, les interventions qui étaient programmées se déroulent avec certainement, effectivement, il y a une baisse du trafic, donc il y a une baisse des entrées ateliers, il y a des gens qui restent un peu plus confinés chez eux et qui reportent certaines activités parce qu'ils ont moins besoin de leur véhicule, donc il y a des trajets longs qui sont reportés. Donc l'activité va reprendre, mais avec un dynamisme moins marqué que l'on l'a pu vivre au printemps. D'accord. Et le principal risque aussi, c'est la baisse du kilométrage en fait, qui risque d'intervenir là. Elle est de combien sur l'année 2020? Sur l'année 2020, on l'estime à peu près à moins 18%. D'accord. Donc c'est très kilomètres fort. perdus. Pardon? De kilomètres perdus. Et donc c'est quoi l'impact en fait de la baisse de kilométrage sur l'activité des garages? Ça, on l'a traduit tout à l'heure au travers de la baisse de business qu'on va avoir à la fin de l'année. C'est pas le seul élément qui explique, mais c'est quand même très corrélé. Une baisse de trafic, une baisse de kilométrage de moins 18, et on évoquait une baisse du business en après-vente de moins 15. Bon, il y a d'autres facteurs qui expliquent ce phénomène-là, mais c'est un élément qui détermine quand même beaucoup les choses. Après, sur 2021, on peut espérer on est certain qu'on va avoir une reprise du kilométrage, peut-être pas pour revenir tout de suite à des niveaux comme on a pu l'observer en 2019. La reprise va être lente, elle va se faire progressivement, mais on va avoir une dynamique positive qui va ramener aussi les gens en atelier parce qu'ils vont rouler et parce qu'ils vont avoir des consommations à faire en après-vente. Alors, donc justement, ça m'amène à ma prochaine question. C'est quoi les scénarios sur lesquels vous travaillez pour 2021 et les années suivantes au JIPA? Nous, on table sur une reprise progressive du marché sous 2-3 années pour revenir à un niveau 2019. La reprise va être lente. On est tombé très bas, ça va remonter tout doucement. Les acteurs, tous les circuits vont pas vivre cette reprise de la même façon. Et les acteurs de la rechange indépendante, notamment les MRA, vont certainement être mieux armés pour cette reprise parce que ils ont l'habitude de traiter des prestations mécaniques et ces prestations mécaniques, on ne pourra pas en faire l'impasse. Et du fait du vieillissement du parc, du fait de tout un ensemble de phénomènes, c'est des prestations qui vont être déterminantes dans les années à venir. Donc ça va fonctionner de façon forte. On peut par contre avoir plus de crainte et la reprise va être plus longue encore pour les acteurs des réseaux constructeurs qui, eux, ont l'habitude de gérer un parc plus jeune. Et on a vécu cette année un écroulement des immatriculations. On n'a pas encore l'ensemble des résultats de l'année, donc on table, nous, sur un moins 29. On a les résultats. Ouais, donc, allez-y. Non, pas du tout, allez-y. Vous affichez un cumul 2020 à moins 27. Ça va être à aujourd'hui, à date. C'est ça, c'est à date voilà. les chiffres du CCF1. Voilà. Quand on projette les résultats à fin d'année, on devrait être sur plutôt à moins 29 ou à moins 30. Donc on passe de l'an passé à 2 millions 2 d'immatriculation de véhicules neufs à 1 million 550, 570 cette année. Donc ça ne va pas se traduire directement sur le business après-vente parce que vous ne consommez pas forcément énormément d'après-vente la première année, mais dans l'année 2, 3 et 4, vous commencez à consommer et ça, normalement, c'est une clientèle qui est plutôt captive dans le réseau constructeur qui va faire défaut dans les années à venir chez les réseaux constructeurs, chez les concessionnaires et chez les agents. Donc, ouais, il va y avoir une vraie… Ouais, allez-y. Ouais. Et associé à ça, parce que les gens ont besoin de rouler, il y a moins d'IMAT, donc on va avoir des véhicules, un parc d'une façon globale, qui va changer en nature. Il va vieillir fortement. Et la structure du parc également va changer avec plus de véhicules âgés. Et ces facteurs-là vont être favorables surtout au marché de la rechange indépendante, donc au MRA,
avec des prestations d'une nature un peu différente, pas de révision constructeur forcément, ou moins de révision constructeur et beaucoup plus de l'intervention, comme je l'évoquais précédemment, des interventions plus lourdes, en mécanique par exemple, qui va être une famille d'activités qui devrait bien se porter dans les années à venir. D'accord. Alors, j'en profite juste pour peut-être prendre quelques questions qui ont été posées. Une question, un point qu'on n'a pas vu du tout. Vous avez parlé des poids lourds qui étaient peu affectés, moins affectés, parce que j'imagine l'activité économique se poursuit beaucoup plus que lors du premier confinement. Quelqu'un nous demande sur les deux roues, la réparation des deux roues. Est-ce que ça, vous avez des chiffres? Est-ce que c'est très similaire à ce qui se passe sur les véhicules particuliers? Alors, on va voir des éléments. L'activité des deux roues ont été pénalisées également par le fait que pendant les mois d'été, au mois de printemps, les véhicules ont peu roulé. Et ensuite, les gens se sont moins déplacés cet été sur des circuits plus proches. Donc, on va avoir également un secteur sur le marché de roues qui aura souffert. Je n'ai pas les éléments là D'accord. à partager. Mais c'est assez similaire que sur le… Ouais. Ouais. Super. Bah écoutez, merci beaucoup en tout cas pour ces éléments, Xavier. Alors ça nous permet d'avoir une vue d'ensemble et on le voit, il y a des éléments qui sont, et on a des sons de cloche effectivement de gens qui nous disent là dans les questions que c'est très compliqué avec des fortes baisses d'activité de leur côté. Donc on voit que la reprise va pas forcément être aussi rapide que précédemment, mais que les signaux, notamment pour la rechange indépendante, peuvent être bons sur l'année 2021. Alors, je vais maintenant demander juste à Anne de Beaumont et Céline de nous rejoindre sur scène parce que vous nous étiez en train de nous demander qu'est-ce que vous pouviez faire face à cette baisse d'activité et un des principaux leviers que vous avez pour faire face et pour préserver votre rentabilité, c'est les aides mises en place par le gouvernement. Donc, on va faire le point avec Céline et Anne du CNPA sur ces aides. Alors, pour commencer, Anne, faisons le point sur les activités qui sont autorisées à ouvrir. Alors, le côté entretien et réparation, rien n'a changé par rapport au premier confinement. Vous avez le droit de recevoir du public, d'ouvrir. Par contre, sur les activités connexes que vous avez peut-être pour certains dans votre garage, c'est un peu différent. Qu'en est-il, Anne? Alors, je vais vous proposer de refaire un petit peu l'inventaire à l'après-vert de ceux qui ont le droit d'ouvrir dans le secteur automobile et ceux qui n'ont pas le droit. Enfin, c'est pas d'ouvrir d'ailleurs, avoir le droit d'ouvrir ou pas, c'est d'avoir le droit de recevoir du public ou pas. C'est un petit peu différent. Par exemple, maintenant tout le monde le sait, la vente de véhicules, on ne peut pas accueillir du public sur les points de vente. En revanche, on peut soit livrer les véhicules qui ont été commandés, soit permettre au client de venir chercher sa commande. Donc, soit parce que le véhicule a été commandé avant le confinement, soit parce qu'il y a eu une commande à distance, donc en ligne en général. Donc ça, le point de vente pourra recevoir du public uniquement donc pour la livraison et le retrait de commande. Le contrôle technique a le droit de recevoir du public. Cette activité n'était pas expressément désignée dans les premiers textes qui étaient parus lors du premier confinement en mars. Il a été rajouté en avril. Et donc, les centres de contrôle peuvent recevoir du public. En réparation et entretien, bien évidemment, on peut recevoir du public. Ça fait partie des activités qui sont, entre guillemets, considérées de première nécessité. La vente de pièces détachées, d'équipements, d'accessoires automobiles est également autorisée à recevoir du public. La location de véhicules est autorisée à recevoir du public. La distribution de carburant est autorisée à recevoir du public. Et elle peut même, depuis le 11 novembre, revendre de l'alcool, ce qui n'était pas le cas avant. Ce qui avait été l'objet de quelques questions. Et voilà, on avait fait, on a eu un fort lobbying du CNPA pour permettre aux stations-service de pouvoir continuer à vendre de l'alcool. Et alors moi, une question que j'ai sur le sujet, c'est est-ce qu'il y a, notamment pour ceux qui auraient, parce que ce qui intéresse, c'est les gens qui ont des activités de vente de véhicules d'occasion, ce qui est souvent le cas pour les garages, ou de véhicules neufs, est-ce qu'il y a des contrôles et est-ce qu'il faut être particulièrement attentif à respecter ça? Alors, il faut faire très attention parce qu'effectivement, il y a des contrôles des directs et des DDPP. Donc de la répression des fraudes, parfois qui sont assez vicieuses, c'est-à-dire que depuis 2014, l'administration peut aller dans les points de vente, dans les garages, pour faire un contrôle sans annoncer sa qualité. Donc, on appelle ça le client mystère. Et donc, en ce moment, les agents de la répression des fraudes utilisent beaucoup cette faculté d'être le client de mystère. Donc, en fait, certains, on le sait, on a des retours de plus en plus, vont dans les garages et demandent soit au chef d'atelier, soit à la secrétaire qui reçoit le client
Ils viennent pour une réparation, puis finalement, ils demandent si ma voiture, elle est un peu vieille, on ne pourrait pas m'en vendre une autre, vous ne pourrez pas me la reprendre et m'en vendre une autre. Ça vaut aussi bien pour le neuf que pour l'occasion. Donc, soyez très, très vigilants sur ce point-là, parce que là, bim, vous tombez après, l'agent de contrôle sort sa carte, et puis vous êtes marron. Hein. Okay. Donc, faut être très vigilant. Alors, écoutez, je vous propose de passer aux aides. Donc, pour commencer, donc c'est sûr qu'il y a beaucoup de différentes aides, il y a beaucoup de conditions différentes à remplir, et on entend des sons de cloche qui sont très différents parfois. Donc, c'est difficile en fait pour les pros de s'y retrouver. Anne, Céline, est-ce que vous pourriez nous dire par où commencer et quels sont les différents grands types d'aides auxquels on peut prétendre? Donc, je vous laisse, Céline, commencer, puisque en fait, c'est vous qui êtes spécialisée sur la partie droit social. Oui, c'est ça, sur la partie relations employeur-salarié. Donc, effectivement, moi, je vais présenter 2 volets. D'une part, l'activité partielle. Donc, c'est lorsque l'activité baisse de manière drastique et qu'on met une partie de ses salariés en chômage partiel. Alors, comme c'est politiquement correct, on parle d'activité partielle et pas de chômage partiel. C'est la même chose. Et donc, ça dépendra de la situation de chacun, sachant qu'il y a des délais de procédure sur lesquels je reviendrai. Donc, quand on voit que l'activité chute ou qu'on a été obligé d'interrompre son activité, on peut faire rapidement son dossier de demande d'activité partielle. Ça, faut vraiment pas tarder. C'est dès qu'il y a une baisse d'activité et il y a des délais. Donc, faut y faire attention. Exactement. Et alors, deuxième volet, effectivement, c'est les mesures sociales, donc essentiellement les charges sociales, mais c'est les différentes mesures sociales qui ont été mises en place par notamment la 3e loi de finances rectificative à l'été. Et donc ça, il faut se dépêcher, c'est ce qu'on a mis sur le slide, puisque la date butoir, c'est le 30 novembre. Donc si ce n'est pas déjà fait, il faut le faire maintenant. D'accord. Alors maintenant, on va parler donc des 2 autres. Donc on a dit d'abord activité partielle, ensuite charge sociale, ensuite fonds de solidarité. Anne, c'est quoi la prochaine date butoir pour le fonds de solidarité? Alors le fonds de solidarité, on va surtout après parler du fonds de solidarité pour le mois de novembre, puisque c'est celui qui nous intéresse pendant la période de confinement. Et l'administration a indiqué vendredi dernier que le formulaire de demande serait mis en ligne le 4 décembre. D'accord. Pour les pertes de novembre, donc. Ok. Donc ça, c'est la première entre guillemets urgence, et ensuite on parlera d'autres mesures, donc le PGE et les autres types de financement, et puis des reports d'échéances fiscales. Mais là, il n'y a pas de date butoir proche, c'est au fil du temps. D'accord. Alors ça intervient par la suite. Alors on va maintenant rentrer en fait dans le détail de ces différents types d'aides. Donc on est un peu limité par le temps, donc on va pas rappeler le fonctionnement général de chaque aide. L'idée c'est qu'on a listé des questions techniques que vous posez. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser sur le côté droit, et on va les transmettre à Céline et à Anne. Vous pouvez aussi voter en fait pour les questions qui vous intéressent le plus. Ça nous donne une idée des questions que vous souhaitez qu'on pose. Alors tout d'abord, donc sur l'activité partielle, Céline, qu'est-ce qui change par rapport au premier confinement? Alors, ce qui ne change pas, les motifs de recours et les salariés pouvant être placés en activité partielle. Donc, la logique en elle-même ne change pas. Maintenant, des délais de procédure reviennent à ce qui existait avant le premier confinement. L'administration et le gouvernement avaient décidé d'aménager certains délais pour faciliter les choses et accélérer les procédures. Ce n'est plus le cas. Donc aujourd'hui, le délai de réponse de l'administration à une demande d'activité partielle est repassé à 15 jours calendaires depuis le 1er octobre. En théorie, quand vous faites votre demande et vous attendez la réponse de l'administration qui vous dit oui, non ou silence qui veut dire oui. Exceptionnellement, dans le cadre de Covid, si vous faites une demande en cochant circonstances exceptionnelles Covid, vous pouvez immédiatement, de manière concomitante, mettre vos salariés en activité partielle et faire votre demande. Mais tout dépend du motif. Si c'est une baisse d'activité, il y a un doute sur le motif de recours. Cette difficulté a bien été identifiée. On s'est associé au MEDEF pour questionner les pouvoirs publics sur ce point, puisque pendant la première vague, le délai avait été aménagé et avait été ramené à 48 heures, ce qui permettait d'être rapidement fixé, sur son dossier. Malheureusement, d'après les derniers échanges, le cabinet d'Elisabeth Borne n'était pas franchement favorable à revenir à ce délai de 48 heures. Donc, on continue d'insister et on espère que ça portera ses fruits. D'accord, donc jusqu'à 15 jours pour avoir une réponse ou un silence qui veut dire oui. Ouais. Ça reste logique, on ne va pas se mentir. L'idée est effectivement qu'on vérifie que les dossiers sont justifiés. Et donc, il leur faut un petit peu de temps pour regarder tous les dossiers qui arrivent.
question sur le reste à charge, qui est aussi une nouveauté Ouais. et qui concerne justement Effectivement. nos interlocuteurs. Donc, le reste à charge, en fait, la nouveauté qui a été introduite par rapport au premier confinement, donc ça c'est un décret du 29 juin, c'est que le taux d'allocation d'activité partielle est modulé. Alors, je m'explique. L'entreprise paye aux salariés une indemnité d'activité partielle. Là, le montant n'a pas changé. C'est 70% du taux horaire brut pour les heures chômées en deçà de 35 heures hebdo. Ça n'a pas changé. Ce qui change, c'est le remboursement que l'employeur percevra de l'État. Donc, dans ce cas-là, on fait un distinguo entre les secteurs d'activité dont dépend l'entreprise. Le premier secteur le plus impacté, théoriquement, c'est hôtellerie-restauration, ce n'est pas notre business aujourd'hui. On va rentrer pour partie dans ce qu'on appelle les secteurs connexes. Les secteurs connexes, ça va être les stations-service et les entreprises de location de véhicules. Eux peuvent bénéficier du taux majoré de 70% du taux horaire du salarié, c'est-à-dire zéro reste à charge, si et seulement si il justifie d'une perte de chiffre d'affaires de 80% au moins entre le 15 mars et le 15 mai. Ça fait cher. Hein. Deuxième possibilité de rentrée qui va davantage, à mon avis, intéresser nos interlocuteurs, les personnes qui nous écoutent, c'est les entreprises relevant d'autres secteurs, donc pas les stations, pas les loueurs, et dont l'activité principale impliquant l'accueil du public a été interrompue partiellement ou totalement du fait de la propagation du virus et donc de la fermeture obligatoire. Donc fermeture au public, hein, comme l'a dit Anne. Dans ce cas-là, eux aussi bénéficient d'un taux d'allocation d'activité partielle de 70%. Donc, zéro reste à charge. Si vous ne rentrez pas là-dedans, c'est-à-dire si vous avez le droit d'ouvrir, les réparateurs par exemple, dans ce cas-là, le taux d'allocation d'activité partielle est de 60% du taux horaire du salarié pour les heures chômées. Ça veut dire que vous payez 70, on vous rembourse 60. Donc, il y a 15% de reste à charge par rapport à ce que vous avez payé. Alors, on va en profiter pour poser quelques petites questions. Donc, la baisse d'activité, ça peut être une raison d'avoir du chômage partiel. Est-ce qu'il y a un niveau minimum de baisse d'activité pour être éligible au chômage partiel? Non. Je comprends la question. En fait, c'est pas comme ça que ça se pose. L'activité partielle n'interviendra que si votre activité, donc ce que vous demandez à vos salariés, passe en deçà de la durée légale du travail, soit 35 heures. Donc, si d'habitude, vous travaillez 40 et que là, vous demandez 35 à vos salariés, ça ne passera pas. Okay. Si d'habitude, vous leur demandez 40 et que là, vous n'avez plus besoin d'eux que 20 heures par semaine, vous serez obligé d'indemniser pour les 15 heures chômées et vous serez indemnisé par rapport à ces 15 heures chômées. La différence entre 20 travaillés et 35 indemnisés. Alors, il y avait une autre question de Daisy qui nous demandait est-ce qu'on avait bien toujours 30 jours pour faire notre demande d'autorisation d'activité partielle à partir du moment où on place ses collaborateurs en activité partielle? Tout à fait. Tout à fait. Ça, c'est quand vous êtes dans les demandes pour circonstances exceptionnelles ou sinistres et intempéries. Donc, Covid, théoriquement, c'est dans circonstances exceptionnelles. Ok. Alors, une autre question de Thierry Charpentier. Pour les commerciaux, le reste à charge est de combien? Alors, j'imagine que ça dépend si c'est pour la vente de véhicules. Donc, le reste à charge, il ne va pas y en avoir parce qu'il y a une fermeture administrative, c'est ça? Alors, oui. Il faut calculer le taux horaire du salarié. Vous avez les mêmes modalités de calcul pour l'indemnité que vous versez au salarié et pour l'allocation qui vous est remboursée par l'État. Sur le site du ministère du Travail, on a une fiche qui explique comment on calcule ce taux horaire. Pour les salariés qui sont rémunérés avec un fixe et des variables, on vous explique que vous devez faire la moyenne des 12 dernières rémunérations qui précèdent le placement de l'entreprise en activité partielle. Pas forcément de votre salarié lui-même, hein, de l'entreprise. Donc, le reste à charge, ce qui pourrait rester, c'est si vous avez un salarié qui est vendeur et qui a une indemnité qui dépasserait 4,5 SMIC. Dans ce cas-là, effectivement, l'État ne vous rembourse pas ce qu'il y a au-dessus, ce qui dépasse 4,5 SMIC. D'accord. Alors, on va avancer maintenant, on va passer en fait sur les charges sociales. Qu'est-ce que le gouvernement a prévu en termes de report de charges sociales? Alors, normalement, ça a déjà été fait. Il y a eu toute une vague de report de charges sociales jusqu'au mois d'août, si je ne m'abuse. Donc ça, c'était pour la première vague. Là, ça a été réactivé et donc, normalement, les charges sociales ne sont pas prélevées pour le mois de novembre, les échéances trimestrielles et mensuelles. Ça vaut pour les travailleurs indépendants, ça vaut pour les entreprises aussi.
De la même manière, j'ai vérifié avant de vous rejoindre, pour ceux de nos interlocuteurs qui auraient confié leur complémentaire santé et leur prévoyance à IRP Auto, IRP Auto propose également des aménagements de paiement des cotisations de novembre sur les cotisations de retraite complémentaires. Donc voilà. Mais ça, il faut les demander. Oui, vous avez un dossier à faire auprès d'IRP. D'accord. Et alors, justement, parce qu'on sait que les reports de charges, c'est bien, mais après, il y a un moment en fait, où ils demandent tout d'un coup, ou enfin, en grande partie. Et donc, qu'est-ce que peuvent faire des garages qui ont des difficultés à faire face à ces charges sociales et patronales? Est-ce qu'il y a des outils qui ont été mis en place par l'URSSAF? Oui, alors vous avez tout un volet de choses. Pour ce qui est des... Alors, attendez, hop, pardon, je me suis perdue dans mon document. Hop, voilà. C'est la troisième loi de finances rectificative du 30 juillet, parce que Anne connaît bien, on est obligé d'avoir une loi et X rectificatifs, donc qui a mis en place plusieurs mesures exceptionnelles en faveur des entreprises, et tout varie selon l'activité principale de l'entreprise et selon les effectifs. Donc, il y a une exonération exceptionnelle de cotisation qui va concerner les PME de moins de 250 salariés qui exercent leur activité dans les secteurs durement impactés, donc ça va être les loueurs, les stations. C'est moins notre public cible ce soir. Et donc, excusez-moi. Le même dispositif. Oui, pardon. C'est à condition que les loueurs et les stations aient comme activité principale la location et le carburant. Et donc, exactement. Juste un peu de carburant et beaucoup de réparations, ça compte pas. Exactement. Ok. Exactement. Le deuxième public cible de ces exonérations, ça va être les TPE de moins de 10 salariés qui relèvent d'autres secteurs et qui ont subi les mesures d'interdiction d'accueil du public. Donc, effectivement, a priori, les réparateurs n'en bénéficient pas. Ces mêmes publics, donc, je suis obligée d'en parler ce soir parce que comme on aura peut-être quelques interlocuteurs qui seront dans ces cas-là, sachez que ça existe et on pourra y revenir si vous avez des questions. Les mêmes publics, donc, peuvent bénéficier également d'une aide exceptionnelle au paiement des cotisations. Donc, ça existe, voilà. Ce qui va concerner essentiellement nos interlocuteurs ce soir, ça va être le plan d'appurement. Donc, tous les employeurs, quelle que soit leur activité, quel que soit leur effectif, peuvent demander à l'URSSAF un plan d'appurement. Donc, cette possibilité, ça va concerner les employeurs qui sont redevables de cotisations au 30 juin. Et dans ce cas-là, il faut qu'ils fassent leur demande à l'URSSAF avant le 30 novembre 2020. Et donc, l'URSSAF leur proposera un plan d'appurement sur les prochains mois. Et donc, l'appurement, c'est ce qui permet en fait d'avoir des remises sur sur Exactement. cotisation. Exactement. Il peut y avoir un volet remise partielle de dette, mais ça, c'est à voir avec l'URSSAF, pardon. C'est vraiment individuel. Mais le plan d'appurement, c'est ouvert à tous. Donc, voilà. Et c'est pour expliquer, parce que c'est un peu... c'est-à-dire que les exonérations exceptionnelles dont on parle, elles concernent directement sur les cotisations de maintenance certaines activités seulement, alors que là, les remises partielles de dette, en fait, c'est un dispositif qui est éligible pour tous, mais sur en fait des cotisations qui étaient dues précédemment dans l'année. C'est ça? Oui, en fait, c'est pas les mêmes périodes. Les exonérations, je voulais pas trop le développer, les exonérations de contribution et l'aide au paiement, c'est pour les cotisations qui seraient dues entre le 1er février et le 31 mai ou le 1er février et le 30 avril. Donc, ça remonte un petit peu, mais pour ceux qui n'auraient pas fait la demande, c'est encore possible. Et donc, le plan d'appurement, c'est pour les dettes sociales qui pourraient rester, donc les dettes en matière de cotisation sociale, qui pourraient rester au 30 juin. D'accord. Et donc, dans ces cas-là, il faut se rapprocher avant le 30 novembre de son... Exactement. Ok. Très bien. Alors, passons maintenant au fonds de solidarité, parce qu'on a beaucoup de questions sur le fonds de solidarité. Alors, maintenant, c'est Anne qui va être notre interlocutrice privilégiée là-dessus. Déjà, Anne, est-ce que vous pouvez... Alors, on les a toutes notées, mais si vous pouvez les passer en revue assez rapidement, voilà. C'est quoi les critères d'éligibilité? Donc, les critères pour les pertes de novembre, on ne se concentre que sur les pertes de novembre. Je donnerai les références d'information adhérents CNPA pour ceux qui souhaiteraient aller voir le détail. Donc, le premier critère, c'est avoir moins de 50 salariés. Donc, le fonds de solidarité a été élargi puisqu'avant, au tout début, c'était moins de 10 salariés qui avaient été élargis à moins de 20 pour certains secteurs à partir du mois de mai. Donc là, à partir d'octobre-novembre, il faut avoir moins de 50 salariés, ne pas être en liquidation judiciaire au 1er mars. La société doit avoir été créée avant le 30 septembre 2020. Et si elle est contrôlée par une société commerciale, la somme des salariés des entités, de l'ensemble du groupe en fait, doit être inférieure à 50 salariés. C'est bien parce qu'au début, lors du premier confinement, les sociétés membres d'un groupe n'avaient pas le droit au fonds de solidarité.
Le dirigeant qui est soit la personne physique, soit le dirigeant majoritaire de la personne morale ne doit pas avoir de contrat de travail à temps complet au 1er novembre 2020. Et puis, c'est important, l'entreprise doit avoir été fermée administrativement ou bien avoir perdu au moins de 50% de chiffre d'affaires entre le 1er et le 30 novembre. Et justement, Voilà. ça détermine, donc on va le voir juste après, ça Il détermine. détermine le montant auquel on a droit. Alors, juste un dernier point. Donc, on a des amendements au projet de loi de finances 2021 qui prévoient la prolongation du fonds jusqu'au 16 février 2021. Il devait s'arrêter au 31 décembre. Et qui permettra aussi par décret au gouvernement de prolonger le fonds pour au moins 6 mois. Donc, on sent qu'on n'est pas sûr que le début de l'année prochaine soit mieux pour l'activité que cette fin d'année. donc on a des indices qui montrent qu'on pourrait peut-être avoir un fonds de solidarité en décembre, en janvier, en février, si nécessaire. Exactement, et 6 mois après le 16 février 2021, si nécessaire. Voilà. Alors, ensuite, les sous. Donc, on a droit à combien ? Alors, on avait juste, excusez-moi, parce que je pense qu'il y a peut-être quelque chose qui a été mal compris. En gros, il faut que le dirigeant ne soit pas titulaire d'un contrat de travail. Exactement. Ni à l'extérieur de la structure, ni… Peu importe, il ne doit pas avoir de contrat de travail à temps complet. Voilà. Ok. Alors, justement, en termes de montant, qu'en est-il ? Pour le mois de novembre, donc si la société a subi une fermeture administrative, le montant du fonds de solidarité sera 10 000 €. Alors, il y a une petite différence avec ce qu'a dit Céline tout à l'heure, où au niveau de l'activité partielle, on retient l'activité principale, alors que pour le fonds de solidarité, il n'y a pas de distinction entre activité principale ou secondaire, c'est-à-dire que soit l'entreprise elle est fermée, soit elle ne l'est pas, et on y viendra un petit peu après, parce que ça a de l'importance pour les multi-activités. Donc, les autres entreprises, elles, auront droit seulement à 1 500 €. Et alors, justement, là, on a beaucoup de questions qui sont posées. C'est un perte de 50% de CA par rapport à quoi ? C'est par rapport au même mois de l'année dernière, c'est ça ? Alors, il y a plein de possibilités. C'est pour ça que je n'ai pas prévu de les détailler. C'est en principe par rapport à la même période de l'année passée. Mais en fonction de la date de création de l'entreprise, il y a une faculté de pouvoir choisir une autre référence de chiffre d'affaires. Ça dépend aussi quand a été créée l'entreprise. Une entreprise qui n'existait pas en novembre 2019, elle aura du mal à pouvoir retenir un chiffre d'affaires de novembre 2019. Tout à fait. Donc là, voilà. Donc c'est assez détaillé dans les informations du CNPA que vous retrouverez sur notre site. Là, j'ai fait le choix de pas détailler. Sinon, on en a pour une demi-heure de plus. Alors ensuite, quand on a plusieurs activités, donc effectivement ceux qui réparent, entretiennent les véhicules, mais qui font aussi un peu de vente, que ce soit du véhicule d'occasion ou du véhicule neuf, là, a priori, dès lors qu'on a une activité qui est autorisée d'ouvrir, on considère que l'entreprise est ouverte, elle n'est pas fermée administrativement. Donc les seuls qui vont être considérés comme fermés administrativement, ce seront les mono-activités. Les vendeurs, le négociant VO qui ne fait que ça, le concessionnaire qui ne fait que ça, lui, effectivement, il n'a pas le droit d'accueillir du public, sauf pour les livraisons et retraits de commandes, cette partie du chiffre d'affaires n'étant pas retenue de toute façon. Donc, pour tous les autres, en fait, on regarde l'éligibilité au niveau de l'entreprise et pas par activité. Donc, malheureusement, si vous avez une concession, mais avec en atelier, vous êtes dans la case au moins 50%. Au moins 50% et donc 1 500 € seulement. On a juste parce qu'on interroge régulièrement l'administration depuis le début du confinement, on leur pose des questions tous les jours. On a une réponse écrite claire pour en fait les auto-écoles, ce qui ne va pas, je crains, beaucoup intéresser le public de ce soir. Mais effectivement, là, on a eu une réponse d'Alain Griset, donc le ministre en charge des TPE-PME, qui nous a confirmé que les auto-écoles qui n'ont le droit d'ouvrir, en fait, de recevoir les candidats que pour le passage du permis et n'ont pas le droit de donner des cours, doivent être considérés comme administrativement fermés. Pour le reste, désolé. Mais voilà, vous devez subir au moins 50% de baisse de chiffre d'affaires. Alors moi, j'avais deux autres questions. Est-ce que vous nous confirmez, est-ce que c'est cumulable avec en PGE, le fonds de solidarité? Est-ce que c'est cumulable avec l'activité partielle? Ah oui, oui. Avec les deux, il n'y a aucun souci. Oui, c'est cumulable. Oui, c'est pas du tout les mêmes choses. C'est aussi cumulable pour ceux qui seraient indépendandants avec l'aide que, c'est plus la partie de Céline, l'aide que le Conseil des travailleurs indépendants et de moi a mis en place, l'AFE. Oui, j'y reviendrai après. Je te laisse tranquille et voilà. je reprendrai la parole 2 minutes.
Alors, dernière question intéressante de Franck Stival. La plupart des concessions auto ont facturé correctement en novembre, donc pas de moins de 50% ni de fermeture administrative. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? J'imagine, en fait, ils ont pris moins de commandes. Alors ça, on le sait, c'est-à-dire que la facturation, elle arrive à la livraison et en général pas à la prise de commande, sauf la petite partie d'acompte qu'on peut avoir. C'est un point qu'on a remonté au ministre. Vous verrez qu'on a pas mal communiqué sur le sujet pour plusieurs entreprises parce qu'effectivement, il y a un décalage en fait dans le chiffre d'affaires. Donc, logiquement, il faudrait pouvoir retenir une autre période de chiffre d'affaires pour pouvoir avoir droit au fonds de solidarité. C'est un point qu'on a relevé et qui fait partie de nos demandes au ministère. Ok, très bien. Alors écoutez, on va passer maintenant sur la partie PGE et autres types de financement. Tout d'abord, sur le PGE, en fait, certains garages, certains gérants sont réticents à y recourir. Dans quel cas est-ce que ça peut être intéressant de recourir à ce type au PGE ou même à d'autres types de financement si jamais le PGE est refusé? Alors là, pour l'instant, pour le PGE, c'est vraiment une décision du chef d'entreprise qu'il doit prendre avec son expert comptable, qui est le seul qui connaît exactement la santé de l'entreprise. Donc là, c'est pas le CNPA qui pourra vous dire est-ce que c'est opportun de faire un PGE ou pas. Voilà, il faut évaluer la santé de l'entreprise et puis ensuite envisager avec votre expert comptable s'il est utile et pertinent de faire un PGE. Moi, je pense que c'est intéressant. Après, ça reste un prêt. Donc, ça reste de l'endettement. Tout à fait. Et ensuite, les taux sont pas très élevés. Il y a quand même, donc c'est une durée maximale de 6 ans, mais je pense qu'on en parle après. Avec, à l'heure actuelle, une faculté, un décalage de remboursement d'1 an, qui sera peut-être porté à 2 ans lorsque la loi de finances actuellement en débat sera votée, puisque le gouvernement a fait voter un amendement en ce sens dans le projet de loi. Mais donc, pour l'instant, on n'a pas plus de détails et le texte peut encore bouger à la faveur du débat parlementaire. Et alors justement, qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que là, vous nous avez en fait fait part du fait qu'il y avait quand même pas mal de garages qui, lorsqu'ils allaient demander un PGE à leur banque, n'arrivaient pas à l'obtenir. Donc, c'est quoi la marche à suivre si on vous refuse un PGE? Alors déjà, la théorie avec le PGE, c'est que pour demander un PGE, une fois qu'on s'est mis d'accord avec en interne sur le fait qu'on veut en demander un, c'est qu'il faut se rapprocher de sa banque. Toutes les entreprises ont le droit à un PGE, quelle que soit leur taille. Mais il faut déjà se rapprocher de sa banque. C'est la banque qui va donner un préaccord. Et avec ce préaccord, il faut aller voir BPI France pour demander une attestation comme quoi le prêt pourra être garanti par l'État. Ensuite, il faut retourner voir sa banque pour obtenir finalement le prêt. Donc effectivement, si la banque n'est pas d'accord, on a le droit à un refus de prêt. Donc la première étape, lorsqu'on essuie un refus de PGE, c'est de saisir le médiateur du crédit. C'est lui qui est en charge de gérer les refus de prêt de PGE. Alors attention, parce que pour avoir échangé pas mal avec certains adhérents du CNPA, le médiateur du crédit, quand on le saisit, ça ne veut pas dire qu'il va vous donner raison à vous, entreprise. Il peut très bien donner raison à la banque. Tout dépend de la santé de l'entreprise. Donc, si jamais le médiateur du crédit donne raison à la banque, eh bien, il faut se tourner vers d'autres types de financement. Donc, ça dépend de la taille de l'entreprise, mais il faut se rapprocher du comité départemental d'examen des problèmes de financement des entreprises, donc les CODEFI, qui sont rattachés soit à la direction départementale des finances publiques, soit au service au SIE dont relèvent les entreprises. Et puis en fonction de la taille de l'entreprise, on peut obtenir des prêts, soit des prêts bonifiés, soit des avances remboursables. Par exemple, on peut obtenir, lorsqu'on est moins de 10, un prêt participatif à hauteur jusqu'à un maximum de 20 000 euros. Lorsqu'on est une entreprise de 10 à moins de 50 salariés, on peut obtenir des prêts participatifs jusqu'à 50 000 euros. Et les plus de 50 peuvent avoir des avances remboursables et des prêts à taux bonifiés qui sont plafonnés à 3 mois de chiffre d'affaires. D'accord. Voilà. Mais là encore, ça reste des financements et donc retour d'expérience. Effectivement, parfois, ça peut être un véritable parcours du combattant pour obtenir le prêt. Et ça prend un certain temps ensuite entre la médiation du crédit, se tourner vers le CODEFI qui lui peut aussi proposer des audits
Donc, nous, on a le cas d'un concessionnaire qui a dû accepter qu'il y ait un audit et le CODEFI a sursis à statuer en attendant le résultat de l'audit. Mais une fois que l'audit a eu lieu, le CODEFI a dit oui, mais du coup, on va demander à Bercy si on peut avoir une exonération pour que vous puissiez avoir un prêt un peu particulier. Donc voilà, ça peut être le parcours du combattant. D'autres ont obtenu le prêt assez rapidement. Voilà, il n'y a pas de règle. Ça peut être assez difficile. Information intéressante de Cyril et Thierry qui nous disent qu'effectivement, si on a plusieurs banques, celles-ci peuvent se partager le risque pour emprunter auprès de plus. Bien sûr. Ensuite, quand vous allez sur le site des impôts, il y a une rubrique que faire en cas de refus de PGE. Outre la médiation du crédit, le site des impôts dit allez voir une autre banque. Alors c'est facile à dire, mais bon, quand on a des crédits déjà dans une banque, c'est une banque avec laquelle on travaille depuis très très longtemps. Les nouvelles banques, elles sont un peu réticentes à accorder des prêts à des entreprises qu'elles ne connaissent pas. Alors, c'est pas nouveau, c'est pas lié à la crise sanitaire. C'est tout à fait vrai. Et donc, merci beaucoup Anne pour ces éléments sur le PGE. On va juste, parce qu'il y avait une petite question, et c'est, je crois, Christophe qui nous en a reparlé, c'est justement sur qu'est-ce que peuvent faire les travailleurs indépendants qui n'ont pas le droit, évidemment, à l'activité partielle. Est-ce qu'il y a une aide et est-ce que, on sait, cette aide, spoiler, est cumulable avec le fonds de solidarité. Bravo. Non. Oui, effectivement. Pour revenir sur le cas spécifique des travailleurs indépendants, comment il s'appelle ? Pardon. Le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants, donc le CPSTI, permet l'attribution d'une aide financière exceptionnelle qu'on appelle AFE Covid. C'est laid comme un pou, aide financière exceptionnelle. Donc, elle est destinée aux travailleurs indépendants concernés par une fermeture administrative totale depuis le 2 novembre, s'ils remplissent un certain nombre de critères d'éligibilité. Je peux vous les détailler, mais c'est un peu rébarbatif. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que les activités autorisées de type click and collect, vente à emporter ou livraison ne sont pas considérées comme un critère d'exclusion. Donc, si vous étiez théoriquement fermé au public, sauf pour Click and Collect, vous devriez pouvoir bénéficier de cette aide, qui est d'un montant de 1 000 €. Bon, après, il y a des conditions… Mais malheureusement, la plupart des garages vont pas pouvoir… Enfin, les garages vont pas pouvoir l'avoir parce qu'ils sont fermés administrativement, malheureusement. Ils ne sont pas fermés administrativement, excusez-moi. Tout à fait. Tout à fait. Bon, c'est une mesure parmi d'autres qui est cumulable avec le reste, mais si certains rentrent dedans, saisissez votre chance et rebelote, la date butoir, c'est le 30 novembre. Ok. Donc, faut pas tarder. Et dernière chose, pareil, c'est pour essayer d'avoir un petit peu de sous devant soi. Pour les travailleurs indépendants, la 3e loi de finances rectificative leur a permis de débloquer de manière anticipée une partie de leur épargne retraite. Alors, ça concerne les contrats Madelin, les plans d'épargne retraite individuels issus de la loi Pacte, donc ouverts depuis le 1er octobre 2019. Et dans ce cas-là, ça permet un rachat total ou partiel pour les travailleurs non salariés dans la limite de 8 000 € avec 2 000 € défiscalisés. Donc, dans ce cas-là, il faut faire une demande formulée auprès de l'assureur gestionnaire avant le 31 décembre 2020. C'est un peu plus loin. C'est une possibilité comme d'autres. Super. Eh bien, écoutez, on est un peu pressé par le temps, mais merci beaucoup en tout cas Anne et Céline pour ces éléments. On va avancer sur la partie suivante et puis par la suite, on prendra encore peut-être quelques questions à la toute fin. Alors justement… On l'a vu avec Xavier tout à l'heure, il y a une baisse d'activité. En même temps, on l'a vu, on vient de le voir avec Céline et avec Anne, malheureusement, les aides, elles sont moins généreuses qu'auparavant et elles sont même assez restreintes en fait pour les garages, voire très restreintes parce qu'ils ont cette double peine du fait qu'ils ont le droit d'ouvrir, donc ils ne sont pas éligibles à toutes ces aides. Donc il y a beaucoup d'entre vous qui fassent, c'est ce que vous nous demandiez tout à l'heure, qu'est-ce que vous pouvez faire face à des baisses d'activité très fortes. Donc ce que vous pouvez faire effectivement, c'est d'essayer de réduire assez drastiquement vos coûts. Alors pour ça, on va en discuter donc avec le CEO de Vroomly, Alexis. Bonjour Alexis. Bonjour Benoît. Alors, donc première question, en conseil qu'on entend souvent en fait quand on doit réduire ses coûts, c'est qu'il faut commencer par les plus grosses dépenses. Quelles sont les plus grosses dépenses dans le garage ? C'est pas à notre audience, donc tous les garagistes avec qui on travaille tous les jours, à qui on va l'apprendre, mais on a essayé d'être assez synthétique. La structure de coût d'un garage, elle est assez basique. C'est premièrement le loyer, les locaux, la masse salariale, puis le coût de l'achat des pièces et enfin les frais généraux. Et il est hyper important dans cette période où on l'a vu, il y a à la fois dans les commentaires et par les intervenants précédents, on voit qu'il
et une grande difficulté des garagistes, il est hyper important de pouvoir travailler ces quatre volets de manière la plus précise possible. Si on parle rapidement des loyers, je ne sais pas si tu m'entends, Benoît. Oui, tout à fait. Ouais, après, ok. Alors, je pense, si on les passe en revue, la masse salariale, on l'a vu avec Céline. La difficulté maintenant, c'est qu'il peut y avoir des délais, donc il faut y aller le plus vite possible si jamais il y a une baisse d'activité. Mais maintenant, effectivement, qu'est-ce qu'on peut faire sur les loyers, Alexis? En fait, sur les loyers, c'est un peu comme pour le PGE, pour faire une toute petite aparté. Nous, on a discuté avec pas mal de garages et sur le PGE, par exemple, il y a pas mal de garages qui sont contre l'endettement et qui ont déjà fait leur demande pour pouvoir l'avoir. C'est-à-dire que c'est important de faire les démarches, même si on ne l'active pas. Sur le loyer, je donnerai à peu près le même type de conseil. Le plus important pour le loyer, mais comme pour les autres fournisseurs, c'est d'entamer le dialogue, de surtout pas faire l'autruche, parce que ce qui est tout à fait normal en période de difficulté, d'essayer de ne pas répondre à une relance de paiement, ce genre de choses. Surtout éviter au maximum de faire ça. On l'a vu sur le loyer, il n'y a pas de positionnement clair du gouvernement. Les garagistes ont eu le droit de rester ouverts, était essentiel, donc il n'y a même pas le crédit d'impôt. En revanche, en discutant avec son bailleur, en expliquant son cas particulier, on peut obtenir un échéancier, voire de temps en temps une annulation. Mais en tout cas, ne pas aller jusqu'au conflit, puisque la situation est suffisamment compliquée. Donc, autant maintenir les meilleures relations possibles, même si c'est parfois un peu agaçant, les meilleures relations possibles et bien expliquer son cas à son bailleur. Et il faut savoir que de toute façon, effectivement, le bailleur, il n'a pas intérêt à vous voir partir maintenant pour des locaux qu'il aura sûrement du mal à relouer. Donc, Non, ce qu'on voit, mais on le voit aussi dans d'autres secteurs, mais dans notre secteur, les bailleurs sont pas idiots. Aujourd'hui, ils n'iront pas devant les tribunaux parce que déjà, il va rien se passer, il y a trop de demandes. Donc, heureusement, on a un peu, les réparateurs ont un peu d'air. Mais il faut bien préparer son dossier, bien montrer sa bonne foi en documentant bien ses échanges avec son bailleur pour pouvoir, le cas échéant, dans quelques mois, si malheureusement la situation l'oblige, pouvoir justifier de sa bonne foi et du fait qu'on a, on a en toute bonne foi entamé des échanges avec son bailleur pour pouvoir régler un éventuel conflit avec lui devant les tribunaux. Et ce que vous disiez aussi sur le PGE, c'est intéressant, c'est-à-dire que ça vaut le coup de commencer à discuter avec sa banque, même si on n'a pas forcément envie, enfin on peut attendre, on peut décider à la toute fin de ne pas le prendre. Ouais, nous, c'est des conseils qu'on avait eu parce qu'on le sait, en fait, les garagistes, vous êtes tous là, sont avant tout des chefs d'entreprise qui ont souvent commencé à travailler jeunes, qui sont contre l'endettement par nature. Quoi. En tout cas, c'est pas tous, évidemment, mais il y a une certaine méfiance. Faire les démarches pour obtenir l'accord de PGE, ça ne veut pas dire s'endetter. Il y a différentes étapes, c'est des étapes qui prennent du temps. Et le jour où vous en aurez vraiment besoin, là, pour le coup, les quelques semaines d'obtention de ce prêt peuvent être décisives. Donc nous, notre conseil, après, on n'est pas légitime pour vous forcer à le faire ou quoi pour vous donner des conseils, mais notre conseil, c'est vraiment de faire ces démarches le plus tôt possible pour obtenir cet accord et après avoir en fait une ligne de crédit sur laquelle on peut tirer si vraiment vous en avez besoin, mais au moins d'obtenir cet accord de la banque, de votre banque et de la BPI. D'accord. Alors, autre et dernier poste de dépense majeure dont on n'a pas parlé, c'est les pièces. Alors, nous, chez Vroomly, on a interrogé une centaine de garagistes cette année pour savoir comment est-ce qu'ils achetaient leurs pièces. D'après cette étude, qu'est-ce qui est ressorti et qu'est-ce qui explique pourquoi c'est aussi difficile dans le quotidien dans le garage de réduire ces dépenses de pièces? Effectivement, nous, les pièces, c'est un sujet qu'on a étudié depuis quelques mois. Là, il se trouve qu'on accélère un peu les choses parce que on sait que les garages sont en difficulté. L'étude qu'on a fait auprès d'une centaine de garages de manière assez poussée et puis en discutant avec tous nos garagistes partenaires, on a noté un comportement d'achat assez commun. Les garages, en fait, ne stockent évidemment plus parce qu'il y a trop de nombreuses références. Ils ont donc besoin d'un distributeur avec un catalogue de pièces le plus large possible, 2 à 4 livraisons par jour, donc une livraison rapide et des prix bien positionnés. Et ce distributeur qui réunit les 3 conditions est quasiment impossible à trouver. Donc les mécaniciens et les réparateurs vont d'abord privilégier le service, c'est-à-dire la disponibilité, la largeur de gamme et une livraison rapide. Et une fois qu'ils ont choisi un distributeur principal qui a ces conditions, ils vont négocier avec lui plus ou moins bien des conditions d'achat, voire des RFA. Et on sait aujourd'hui que plus de 80 à 90% des mécaniciens et des garagistes travaillent avec entre 3 et 5 distributeurs, donc un distributeur principal, puis de 2 à 4 distributeurs dits d'appoint ou de dépannage, pour permettre de compléter cette largeur de gamme, cette disponibilité. Et donc,
aujourd'hui, les mécaniciens et les garagistes ne comparent pas assez les prix, ne comparent les prix que quand la pièce n'est pas disponible chez leur fournisseur principal ou pour certaines pièces très coûteuses, type kit d'embrayage ou kit de distribution. D'accord. Et donc, justement, quel intérêt ça peut avoir de travailler ces achats de pièces de façon à ce qu'ils soient, à les faire réduire, notamment dans cette période un peu critique où la rentabilité baisse. Qu'est-ce que ça peut permettre de faire de travailler ces achats de pièces? Évidemment, quoi, on parle d'achat d'entreprise, donc tout le monde comprend l'intérêt de baisser ses coûts. Dans cette période de baisse d'activité, on l'a vu, c'est de l'ordre de 30 à 40% suivant les secteurs. On a deux stratégies possibles. Soit on peut juste travailler ses achats pour augmenter ses marges. Il y a peu de clients, mais on va essayer d'en tirer le maximum de valeur. Donc, maintenir ses prix au même niveau, baisser ses coûts d'achat de pièces et essayer d'augmenter ses marges. Soit il y a une stratégie qui paraît plus risqué, qui est de dire, avec la baisse globale du marché, on peut essayer de baisser ses prix pour attirer plus de clients. Mais ça, déjà, c'est très difficile en ce moment parce qu'il y a quand même une très forte baisse d'activité. Et si jamais on le fait, nous, notre conseil, c'est surtout pas toucher à minima à son niveau de marge et donc de ne pas baisser ses prix de plus que des marges qu'on aura réussi à négocier. Et pour négocier ces marges, il faut prendre contact avec ces distributeurs de pièces pour essayer d'obtenir des meilleurs prix ou comparer entre les différents distributeurs pour essayer de les obtenir. On va en parler, ça justement. Effectivement, on a bien compris qu'il y a un fort intérêt à essayer de travailler les pièces, mais c'est pas la chose qui est la plus facile à travailler. Alors, Bertrand Cormier nous a rejoint. Donc, Bertrand, vous êtes le directeur général de Midas. Vous allez peut-être pouvoir nous dire un peu ce que vous faites, par exemple, chez Midas, pour permettre à vos franchisés, notamment dans cette période, de concilier de la disponibilité de pièces et en même temps d'avoir des prix qui sont compétitifs et qui permettent d'avoir de bonnes marges. Bien, bonjour à toutes et à tous. Oui, alors effectivement, je témoigne en tant que patron de l'enseigne Midas pour partager ce qu'on met en place avec nos partenaires franchisés. Bon, d'abord, pour rejoindre ce que disait Alexis, nous, on a quatre sourcings de pièces pour nos partenaires franchisés. Hein. Un sourcing qui est lié au groupe et donc qui traite des achats de commandes de stock, et puis 3 dépanneurs qui soient ou bien des dépanneurs locaux ou bien des dépanneurs d'ultra-dépannage, qui permettent de mixer et d'alterner la disponibilité des pièces en fonction du service associé, qu'on soit en J+, ou en H+. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qui est facilitante pour nos partenaires franchisés, c'est l'ergonomie. Parce qu'on peut parler de gains économiques, de réduction des coûts sur les achats eux-mêmes, mais on parle aussi de gains de coûts et d'économie et de productivité dans les outils qu'on met à disposition de nos partenaires, parce que le lien qui est fait avec les partenaires de pièces de rechange est directement inclus dans notre outil point de vente, et qui permet à chaque franchisé de faire des devis et de facturer. Donc, il n'y a pas besoin de sortir de son applicatif pour commander telle ou telle pièce à tel ou tel fournisseur. C'est directement impliqué et intégré dans son outil point de vente. Donc, c'est en termes d'ergonomie et de productivité beaucoup plus pratique et facile pour nos partenaires. Et ça, c'est ce qui va... Ouais, et c'est ce qui fait qu'on compare tous les jours si effectivement c'est facile à faire. Mais c'est plus facile. Et c'est plus facile de le faire quand on a dans l'outil point de vente cette activité plutôt que de jongler d'un applicatif à l'autre. Également, là, on rejoint la partie coût direct, c'est effectivement en termes de fidélité, une RFA, une remise de fin d'année, qui est liée à la fidélité et qui permet aussi de préserver la valeur par rapport à ce que je disais tout à l'heure sur la baisse des prix qui n'est pas forcément nécessaire et qui, pour le coup, permet de conserver de la valeur. Ensuite, il y a un quatrième point qui est, pour avoir des pièces, il faut aussi connaître son parc. Et nous, ce qu'on propose à nos partenaires aussi, c'est des outils marketing qui permettent de connaître leur parc et d'adapter, en l'occurrence, leur politique d'achat en fonction du parc qu'ils travaillent localement. Et puis, il y a aussi un point qui est important et qui est directement lié à la rentabilité et aux économies, c'est les conditions financières, puisque les délais de paiement sont de l'ordre de 45 jours fin de mois, ce qui est quand même intéressant en termes de pilotage et de management de sa trésorerie au quotidien, et à la semaine et au mois. Puis il y a un dernier aspect qui n'est pas neutre aussi en termes de gains, de coûts et d'économies, c'est la gestion des retours, parce que ça existe et c'est aussi un aspect très important. Choisir la bonne pièce, c'est avoir un bon système qui permet de la commander, de ne pas se tromper, et donc au cas où on se trompe, alors faciliter les retours, ce qui n'est jamais un moment facile, qui est toujours un peu litigieux, qui est toujours un peu difficile, et donc
au mieux, on traite les retours, au plus, on fait des gains à la fois économiques et à la fois de productivité humaine. Tout à fait. Et donc ça, c'est tous les éléments en fait que recherche en franchisé effectivement chez son fournisseur et donc auprès de son enseigne. Merci beaucoup pour ces éléments, Bertrand. Ça, c'était côté franchisé et enseigne. Côté garage indépendant, Alexis, quels peuvent être les leviers que peuvent activer en gérant, justement pour optimiser ces achats de pièces? En fait, déjà, je vais rebondir sur deux, trois questions que j'ai vues à droite. Clairement, l'histoire de baisser ses prix, c'est pas du tout quelque chose qu'on préconise. C'est une envie de certains garagistes. Nous, on insiste vraiment sur le fait qu'on baisse ses prix ou non, et on conseille de ne pas le faire. Il faut avant tout essayer de baisser ses prix, ses coûts d'achat. Pour revenir sur ta question, Benoît, le premier point, c'est le point que sur le loyer, c'est le même point sur tous les frais généraux, c'est qu'il faut d'abord entamer le dialogue avec ses fournisseurs, avec son fournisseur principal, avec qui on a potentiellement une bonne relation, et en tout cas, on peut essayer de l'améliorer. Donc, essayer de prendre contact au maximum avec tous ses fournisseurs, secondaires, tertiaires, bien expliquer la situation, revoir, et ça, j'imagine que tous nos auditeurs le font régulièrement, ce sont des commerçants et ils connaissent leurs fournisseurs, mais c'est bon de le rappeler. Deuxièmement, et là pour le coup c'est quelque chose on essaie d'être assez pédagogique là-dessus, il faut comparer. On voit que même si une enseigne comme Midas arrive à avoir des prix plus intéressants que la majorité du marché parce qu'ils ont créé du service, et deux, parce que justement ils comparent aussi différents fournisseurs. Nous on peut qu'engager tous les différents MRA à faire jouer la concurrence chez tous leurs distributeurs, et voire d'aller ouvrir d'autres comptes. Et pour nous, c'est très important de le faire. Après, vous le faites déjà sur des pièces chères, vous le faites déjà quand une pièce n'est pas disponible, et on sait tous que ça prend du temps quand c'est pas intégré, justement, comme le disait Bertrand, dans l'outil. Et donc là, effectivement, une des solutions, c'est d'aller sur des marketplaces. On a lancé il y a quelques semaines, on en a parlé en début, Vroomly Parts. Vroomly Parts, c'est juste le résumé. On devait le lancer en janvier, on l'a lancé un peu en urgence au deuxième confinement, parce que justement, ça résume tous ces besoins. C'est en un seul endroit, tous les distributeurs locaux, pour pouvoir comparer le prix d'une pièce et la disponibilité en un seul endroit. Après, évidemment, personne ne vous force à acheter sur Vroomly Parts en particulier. C'est juste, ça permet de le faire rapidement. En tout cas, la nécessité, c'est de faire jouer la concurrence, de comparer les prix et d'appeler ces différents fournisseurs pour chaque achat, parce qu'aujourd'hui, chaque euro compte. Et on sait que ça va durer encore un peu de temps. Et je pense que le message qu'il faut retenir, effectivement, c'est qu'il faut un peu ouvrir une discussion avec son fournisseur de pièces, avec son bailleur. Enfin, il faut pas hésiter. Avec sa banque aussi, ça vaut le coup dans tous les cas. Je vois Thierry, par exemple, qui dit qu'il y a des prix très intéressants sur le net. Évidemment, on le sait, il y a des prix intéressants sur le net, il n'y a pas le service en face. Nous, on est assez agnostique, c'est-à-dire qu'on n'a pas de religion. On est persuadé que généralement, il y a un très beau niveau de service avec des prix qui peuvent être intéressants s'ils sont bien négociés, mais qui sont durs à négocier. Et puis des prix, comme vous le dites sur le net, on a tous en tête Oscaro, qui peuvent être intéressants avec une livraison à J+2, J+3, ou de temps en temps J+1. En ce moment, c'est à vous de faire le choix, mais effectivement, il faut aller chercher chaque possibilité. Quand on parlait de Midas, c'est pour ça qu'on a invité Bertrand, c'est que nous, dans nos partenaires, aujourd'hui, on a 250 Midas sur la plateforme. On sait que c'est une franchise qui a développé un outil qui est ultra performant pour ses franchisés. Donc le but, c'est pas de dire Midas, c'est formidable, c'est plutôt de donner un exemple de voir quelqu'un une enseigne qui a travaillé fortement cet aspect d'achat de pièces et comment rendre service à ses franchisés. Très clair. Bon, merci beaucoup en tout cas Alexis, Bertrand. Je propose maintenant, Pandora va nous rejoindre sur scène, qui travaille chez Vroomly, et justement elle a un peu rassemblé toutes les questions que peuvent se poser, que vous êtes posées et auxquelles on n'a pas eu le temps de répondre. Et puis on va aussi demander à Xavier, Anne et Céline de nous rejoindre pour qu'on puisse poser les toutes dernières questions. Moi, pour le temps que Pandora se connecte, j'avais une première question pour inaugurer avec Anne. On a eu une question sur la livraison. Et on sait qu'il y a beaucoup de garages qui vendent des véhicules d'occasion. On est bien d'accord qu'ils ne peuvent pas faire visiter ou essayer le véhicule à leurs clients. Non, alors on a aussi la question, est-ce que j'ai le droit de faire de la vente à domicile? Pareil. En fait, les seuls qui ont le droit de faire de la vente à domicile, c'est un décret qui est sorti
qui datait du 2 novembre, je crois, qui a modifié ça. Les seuls qui peuvent faire de la vente à domicile, c'est ceux qui ont le droit de recevoir du public. Donc, si vous n'avez pas le droit de recevoir du public pour de la vente, vous ne pouvez pas aller démarcher le client à son domicile. En revanche, vous pouvez le démarcher par téléphone pour essayer de conclure un contrat de vente, puisque là, vous ne l'aurez pas reçu et ensuite, il pourra venir chercher sa commande ou bien vous pourrez lui livrer. D'accord, ok. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous les poser. Je pense qu'on a pas mal fait le tour. Est-ce qu'il y avait des points sur lesquels vous vouliez apporter des précisions? Moi, j'avais juste, sur le fonds de solidarité, si c'est possible, un dernier point. C'est pour rappeler aux professionnels qui souhaitent le demander qu'ils doivent le demander via leur espace particulier et pas via l'espace professionnel de l'entreprise. D'accord. Donc, il y en a encore qui n'ont pas compris cette petite subtilité. Donc, en fait, il faut aller via la messagerie sécurisée de votre espace particulier pour demander le fonds de solidarité. D'accord. Ok. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Vas-y, Pandora. Oui, pardon, bonjour. Bonjour. Donc effectivement, on a reçu pas mal de questions et bravo, vous avez été assez réactifs, donc vous avez répondu à quasi tout. J'ai quand même une question de Didier Wedman concernant les indemnités qui sont proposées par l'État. Donc lui qui s'inquiète notamment sur 2021. Donc que prévoir sur 2021 voilà, parce que les charges effectivement vont être remises à 2021. Donc voilà, comment faire pour rembourser toutes ces aides finalement après? Le problème, il est là. Par exemple, ceux qui ont obtenu un prêt garanti par l'État et qui ont décidé de le rembourser au bout d'un an, la première échéance, en tout cas s'ils l'ont demandé en avril, ça va être c'est dans 4 mois. Donc effectivement, ça risque de poser problème et d'engendrer de nouvelles difficultés, surtout si l'activité ne repart pas. Alors, on avait une question là-dessus qui peut être intéressante pour Xavier. C'était juste après votre passage. Est-ce que vous avez pu chiffrer un peu le retour d'activité en 2021? Ça ne va pas être aussi élevé qu'en 2019, mais par rapport à 2019, on en sera où? On table nous sur une reprise de l'activité, mais qui va être, je l'ai évoqué tout à l'heure, qui va être lente. Elle ne va pas se faire en une année, en tout cas pas pour l'ensemble du marché. Et j'évoquais tout à l'heure que le secteur IM bénéficierait un peu d'une avance par rapport au marché, par rapport aux constructeurs, aux concessionnaires et aux agents qui vont certainement plus souffrir. Après, ça va se faire en 2-3 ans. D'accord, donc il faut. On ne reviendra pas forcément, ou alors en fin d'année 2021, pour une partie du marché, on reviendra au niveau 2019. Ok, donc il faut vraiment s'attendre à une reprise qui durera au moins un an. Ouais, intéressant. Il y a des réalités qui sont très différentes sur le marché. Bertrand, vous, chez Midas, par exemple, vous avez une vision qui est à peu près similaire ou différente sur les prochaines années? C'est difficile de se projeter, mais globalement, c'est cette tendance-là, ouais, bien sûr. Bien malin qui pourra dire comment ça va se passer, mais c'est à peu près cette tendance-là. Et donc, on s'appuie sur de tels inputs pour effectivement baser un peu nos prévisions. Pardon. Et justement, Bertrand, j'avais une question, je me permets, en ce qui concerne finalement la relance d'activité, vous, de vos garages, parce qu'on a eu pas mal de questions là-dessus, mais comment vous comptez faire pour accompagner vos garages dans la relance de leur activité? Parce qu'il y a quand même une forte baisse chez les petits garages, il y en a pas mal qui nous ont dit que c'était assez compliqué là. Oui, alors il y a plusieurs axes, donc je ne vais pas avoir le temps de tout développer, mais en l'occurrence, ce qui s'est passé au printemps, c'est que on a fait pas mal de décalage d'échéance de paiement à Midas, donc forcément, ça a allégé les trésoreries de nos partenaires. Donc, ça, c'était la partie du printemps qui est beaucoup moins critique aujourd'hui, puisque en étant toujours ouvert, la baisse d'activité est là, mais pour le coup, on travaille beaucoup plus, tous les garages et tous les franchisés sont ouverts, tous les centres sont ouverts. Et donc, pour la relance de l'activité, c'est le rôle du franchiseur par rapport à son réseau de franchise, c'est-à-dire du marketing, de la communication, du digital, du CRM, pour relancer l'activité. Rappelez, et quand vous allez sur le site internet, quand vous regardez Facebook ou les réseaux sociaux en règle générale, vous voyez que nous sommes extrêmement présents pour accompagner notre réseau à redémarrer. Donc ça, c'est la partie, je dirais, client. Et sur la partie achat, puisqu'il y a un sujet sur la pièce de rechange, eh bien, nous sommes sur effectivement aussi, grâce à nos 4 sourcing achats, sur des orientations sur certains produits qui sont aujourd'hui
ou demain qui vont bénéficier d'actions promotionnelles pour faciliter à la fois le stockage, mais dans des proportions raisonnables, puisque le stockage, ça nécessite la trésorerie. Très bien. Alors, dernière petite question, et ça sera pour Céline et pour Anne, et puis ensuite on va se quitter. Peut-on, donc on a Christophe qui nous demande, peut-on espérer une remise sur les charges URSSAF? Donc ça, on en a parlé. Ça peut être en plan d'appurement, une remise partielle de dette, et il faut faire la demande si vous avez des dettes sociales avant le 30 novembre. Et alors là, c'est peut-être plus pour Anne. Est-ce qu'il y a des remises également sur la taxe foncière et sur la CFE? Alors, il y a des reports d'échéance qui sont possibles, mais pas de remise. Vous voyez la petite nuance, hein, la remise, si on vous l'offre, et le report, vous le payez plus tard. Voilà. Donc, pour l'instant, on en est plutôt à vous payer plus tard. Donc, il y a eu pas mal d'annonces cette semaine sur un report de paiement de la CFE. Et en fait, depuis tout le temps, en fait, les entreprises peuvent demander des délais de paiement d'impôts. Donc ça, il faut le faire toujours pareil sur le site des impôts. S'agissant des délais de paiement des impôts directs, pour l'instant, la date butoir, ce serait le 31 décembre de cette année. Le report d'échéance de taxe foncière, c'était, de toute façon, l'échéance était en octobre, donc il aurait fallu le demander en octobre. Et effectivement, l'échéance de paiement de la CFE du 15 décembre peut être reportée de 3 mois. Et donc, là, pour le coup, on parlait de date butoir, il faut le demander avant le 30 novembre. D'accord, ok, bon, super. Ensuite, en matière de remise d'impôts, en fait, c'est sous condition, c'est vraiment en fonction de la situation de l'entreprise et c'est pour les situations les plus difficiles. Donc, il faut vraiment contacter son service des impôts et négocier avec lui. Ok, donc ça vaut le coup de se rapprocher de son service des impôts. Exactement. Si vous êtes dans une situation très critique. Eh bien, écoutez, je vous remercie d'avoir participé. Je remercie à tous les garages qui nous ont suivis. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous envoyer un petit récapitulatif avec un maximum de liens et de documents utiles d'ici mercredi matin, voilà, pour essayer de répondre. Je pense qu'on a couvert la plupart des questions, mais on va vous renvoyer tout ça. Et puis, effectivement, comme le dit Brigitte, c'est une période qui est très difficile pour tout le monde et il faut rester courageux, motivé. N'hésitez pas à tirer tous les fils possibles. On en a évoqué pas mal ce soir et on va essayer de vous les récapituler. Voilà. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci, bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Au revoir.